En général, nous parlons je vais dire, de quatre catégories. Donc, nous parlons d'abord des adresses IP publiques essentiellement. Donc, le matin, je pense avoir vu dans l'une des sessions du matin, on a quand même parlé un peu avec le point d'échange, avec le NAT et tout ça. Avec le régulateur, comment est-ce que l'utilisation des adresses IP publiques était gérée, coordonnée au niveau donc du Togo. Euh, c'est au niveau de l'ICANN donc que ces adresses IP publiques sont distribuées aux 5 registres Internet régionaux que compte le monde. Et pour la partie Afrique, bien sûr, c'est Afrinic. Je pense que normalement, Brice, j'espère qu'il pourra finalement nous rejoindre. Il pourra mieux en parler. Donc, c'est en fait ICANN qui dessert Afrinic avant que Afrinic à son tour puisse donc allouer ou assigner les préfixes aux différents opérateurs et à toute structure qui en a besoin sur son domaine d'activité. L'autre catégorie aussi, c'est ce qu'on appelle bien sûr les numéros de système autonome qui permettent donc de pouvoir identifier chaque réseau qui est connecté à Internet. N'oublions pas que Internet en lui-même est une interconnexion de plusieurs réseaux. Et donc, pour pouvoir identifier individuellement chacun de ces réseaux, bien sûr, c'est ces numéros de système autonome qui permettent de pouvoir le faire. L'autre catégorie aussi d'identifiants que l'ICANN coordonne, c'est ce qu'on appelle les numéros de port de protocole. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, vous savez que quand on parle de SSH, on parle du port 22, on parle de HTTP, donc le trafic web tourne sur le port 80, le SSL 443, etc. Donc, ces numéros de port-là, lorsque les protocoles sont définis à l'IETF, à l'Internet Engineering Task Force, en fait, lorsqu'ils ont besoin donc des numéros de port, ils s'adressent aussi à l'ICANN à travers donc la fonction IANA qui coordonne tous ces identifiants-là. Et la quatrième catégorie d'identifiants de l'Internet, c'est certainement sur celle-là qu'on va plus s'appesantir aujourd'hui, même si elle aussi, elle a plusieurs autres sous-catégories, on va dire comme ça, mais c'est les noms de domaine. D'accord? Les noms de domaine qui permettent justement aux humains de pouvoir utiliser de façon plus fluide les différents services sur l'Internet. J'aime bien faire l'analogie avec le réseau téléphonique, d'accord? Les noms de domaine ou le système des noms de domaine, plus précisément, c'est exactement la même fonction qu'il joue par rapport à notre répertoire téléphonique. Et pour ceux qui ont eu la chance de vivre l'époque pendant laquelle il n'y avait pas encore de téléphone portable, donc on n'avait pas nos répertoires personnels. Mais c'est dans un annuaire, en fait, qu'on allait regarder les informations. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On recherchait le nom de la personne, on trouvait le numéro de téléphone avant maintenant d'aller appeler, soit à partir d'une cabine ou soit de la maison si on est assez chanceux pour avoir un téléphone chez soi. Donc, il y avait cet annuaire téléphonique-là, un gros livre dans lequel on pouvait avoir donc toutes ces informations liées au nom et au numéro de téléphone. Et c'est à peu près le même rôle que le système des noms de domaine va jouer. Il existe depuis 1983. Et bien sûr, au niveau du système des noms de domaine, bien sûr, ce n'est pas des numéros de téléphone qui vont être je vais dire, liés à des noms, mais c'est plutôt ce qu'on appelle les adresses IP, les fameuses adresses IP dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui permettent justement de pouvoir identifier chaque équipement qui est connecté au réseau. Nous devons savoir que, en fait, lorsque nous ouvrons notre navigateur, en tant qu'utilisateur, on veut aller sur un site web, par exemple, c'est le nom que nous gardons. Nous sommes plus aisés à garder plusieurs noms, alors qu'il est plus difficile de garder plusieurs numéros, plusieurs adresses IP.
D'accord? Donc, si je dis www.présidence.gouv.tg ou arcep.tg ou isoc.tg, d'accord, c'est beaucoup plus facile de garder tous ces noms-là. Mais garder les adresses IP des serveurs sur lesquels sont hébergés ces sites web, on avait beaucoup parlé d'hébergement aussi le matin, d'accord? C'est plus difficile. Donc, c'est grâce au DNS qu'on arrive à faire cette conversion-là. C'est le rôle principal du DNS de faire cette conversion des adresses en tant que des noms vers des adresses en tant que des adresses IP. D'accord? Et donc, c'est grâce à cela hein, que de façon plus aisée, on arrive à consommer les sites web, à envoyer les emails et à en recevoir également, à bénéficier de divers services en ligne que nous consommons en fonction de nos besoins, en fonction de nos usages. Et bien sûr, on va tout de suite voir donc que le DNS permet d'établir cette relation-là, donc entre d'un côté les utilisateurs et de l'autre les différents services qui doivent être consommés, qui sont hébergés un peu partout, ça et là, sur différents réseaux à travers le monde. Et tout de suite, on peut donc en déduire la criticité en fait du DNS. Le DNS est un service qui est extrêmement critique en fait pour le fonctionnement de tous les services Internet. Et pour la petite parenthèse, on a vu un peu, hein, même si le problème n'était pas directement lié au DNS, le problème de Facebook il y a quelques jours, on a tout de suite vu l'impact que ce problème a eu sur le DNS. Et au premier abord, d'ailleurs, beaucoup ont pensé que c'est parce que les DNS de Facebook n'étaient pas joignables, d'accord, que les services de Facebook ne l'étaient plus. Et puis par la suite, on a fini par comprendre que le problème était plus sérieux et il a impacté le DNS de façon globale. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu le cyberespace, on se rend compte que non seulement les services n'ont pas forcément les mêmes rôles, donc ils n'ont pas la même importance, certains sont plus importants que d'autres, d'autres sont même très critiques, et puis on constate un certain dynamisme au niveau même des services que nous consommons sur Internet aujourd'hui, une certaine évolutivité. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons beaucoup. Les discussions le matin d'ailleurs ont beaucoup tourné autour de cela, que ce soit aussi bien au niveau de l'infrastructure qui permettent donc de pouvoir accéder de façon aisée à ces services-là. Mais au niveau des services en eux-mêmes, il y a eu beaucoup d'appels donc à la diversité des services. Maintenant, venons à la problématique particulière de cet après-midi quand on parle donc de la souveraineté du registre du CCTLD dans notre contexte précisément africain. Moi, j'aimerais peut-être aborder 6 points essentiels dans le développement. Quand on parle déjà de souveraineté, on est en train de parler d'un système. On est en train de parler d'un système qui doit fournir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la résolution des noms. Donc, tous les domaines qui sont enregistrés sous le point TG, j'espère que je pense avoir vu ou avoir entendu Café Informatique le matin. Donc, Café peut mieux nous renseigner, par exemple, sur le nombre de domaines enregistrés dans le point TG. Aujourd'hui, il est important, quand on parle de souveraineté, qu'il y ait de la disponibilité, de l'accessibilité à tout moment. D'accord? Aussi bien pour les questions d'enregistrement que pour les questions de résolution de noms. Donc, le CCTLD est là pour... il a plusieurs rôles, plusieurs fonctions à jouer. Non seulement il est l'interface, donc le registre est l'interface pour pouvoir permettre les enregistrements de noms de domaine. Mais de l'autre côté, les noms de domaine qui ont été enregistrés, c'est parce qu'on veut héberger des services derrière ou à l'intérieur de ces noms de domaine-là. Et il faut bien assurer la résolution
donc des noms en adresse IP pour toute personne qui aurait besoin de bénéficier des fameux services dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, le matin, je me souviens que je pense que c'était le directeur du point d'échange qui a insisté donc sur le fait que le point d'échange était un catalyseur pour la diversification des applications, des services au niveau local. Et donc, cela appelle à l'hébergement de tous ces services-là, l'hébergement sur des serveurs, mais également, il faut pouvoir leur donner des noms pour que ces services-là soient facilement identifiables par les utilisateurs. Et à ce moment, il faut que donc la plateforme des services du point TG soit suffisamment résilient pour pouvoir permettre à tout moment cette résolution-là. Quand on regarde en tout cas de l'œil de l'ICANN un peu ce qui se passe au niveau donc de la plateforme technique, on voit quand même que vous avez une bonne distribution de vos serveurs, aussi bien en local qu'à l'étranger. Certains de vos serveurs autoritaires sont donc basés directement au Togo. Après, il faut peut-être aussi regarder les procédures. Donc, pour enregistrer les noms de domaine, combien de registraires sont actuellement accrédités ou autorisés par le registre? Est-ce que tout le monde a le même, on va dire, la même égalité d'accès donc aux enregistrements? Bien sûr, il y a des règles, il y a des profils pour pouvoir enregistrer un domaine sous le point TG. Et tout ça participe donc de la souveraineté, parce que lorsqu'il n'y a pas des règles bien établies et surtout bien respectées, on a vu certains autres CCTLD dans lesquels les enregistrements se font plus faciles, sont plus ouverts, mais cela a aussi des risques et des conséquences. Et d'ailleurs, au début ou tout au long de l'année dernière, je ne vais pas citer forcément, je ne vais pas étiqueter de CCTLD, mais il y en a pas trop loin quand même, où des activités malicieuses liées donc au COVID-19 ont été constatées, tout simplement parce que les procédures d'enregistrement ne sont pas assez strictes et donc il y a un certain, on peut dire, laisser aller. Après, il ne faut pas forcément être trop strict non plus. Donc, c'est une question de balance, peut-être parfois difficile à atteindre, parce qu'on veut faire du chiffre, on veut à la fois permettre qu'il y ait beaucoup d'enregistrements au sein du CCTLD, mais attention, il ne faut pas non plus laisser le portail grand ouvert. Donc, c'est une question de compromis. Et justement, cela m'amène au prochain point qui est le point de la sécurité. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté numérique, on pense tout de suite aussi à la sécurité. Comment est-ce que les données d'enregistrement et la sécurité même de l'ensemble en fait de la plateforme donc qui gère le point TG sont aujourd'hui sécurisées? C'est des questions qui sont permanentes. Donc, il ne s'agit pas de les aborder une seule fois et d'aller se reposer sur ses lauriers. Non, pas du tout, bien au contraire. Non seulement il faut assurer la veille technologique dans ce domaine-là, il faut aller s'enquérir de ce qui se passe, de ce qui se fait de bien ailleurs, les bonnes pratiques, les recommandations aussi dans le domaine. Et au niveau de l'ICANN, nous essayons vraiment de faciliter ces échanges-là. Nous essayons de promouvoir un certain nombre d'actions, que ce soit des formations, que ce soit des webinaires, que ce soit aussi au niveau des réunions trimestrielles de l'ICANN, où les CCTLD échangent énormément et partagent également leur savoir-faire, leur challenge au niveau donc de la gestion quotidienne de leurs opérations. Et c'est important qu'un registre
puisse s'informer et assurer la veille technologique à ce niveau-là. Et surtout, qu'il s'assure d'implémenter les mesures de sécurité. Parce que l'image, même l'intégrité du registre est directement liée à cela. Et de plus en plus, les registrants, donc ceux qui sont amenés à acheter des noms de domaine, sont regardants sur les questions de sécurité, l'image même en fait du TLD, quelle est la réputation que l'on a de ce domaine-là. Et aujourd'hui, quand on parle de réputation, je parlais tout à l'heure de certains CCTLD sur le continent. On en a, je ne vais pas citer de nom, mais on en connaît quand même. Aujourd'hui, les questions de sécurité sont vraiment à revoir. Et si le point TG ne souhaiterait pas être, je vais dire, mal étiqueté, il est vraiment important donc de pouvoir mettre tout en œuvre pour que les aspects de sécurité soient vraiment toujours au top, ou en tout cas suivre les tendances de ce qui se fait de mieux dans le secteur. Et quand on parle de quelque chose qui se fait de mieux dans le secteur aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de DNSSEC. J'aime bien le dire et c'est important pour le CCTLD aussi de développer une stratégie donc pour essayer de faire passer le message auprès des registrants. Mais aujourd'hui, nos firewalls, nos mesures de sécurité qu'on déploie au niveau du réseau, dans les infrastructures de réseau, ces mesures-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir protéger les utilisateurs, les internautes de certains types d'attaques qui ont lieu au niveau même du DNS. D'accord? Et aujourd'hui, l'une des plus grandes attaques qui en cours, c'est par exemple les attaques par redirection au niveau donc du DNS. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est beaucoup de développement technique, mais retenons que tout comme au niveau du réseau, de la connectivité physique, de l'inspection des flux de données qui transitent sur le réseau, il y a eu beaucoup de développement. C'est de la même manière qu'au niveau du système des noms de domaine aussi. Il y a eu beaucoup de développement pour donc adresser les questions de sécurité. Et DNSSEC aujourd'hui, c'est deux grands volets. On parle de la signature et la validation. La signature, c'est donc cette propriété-là qui permet à tout détenteur de nom de domaine de pouvoir sécuriser son nom de domaine. C'est comme vous mettez en fait une clé d'authenticité pour prouver que c'est vous qui avez émis les données et qu'elles n'ont pas été modifiées. Et pour le registre .tg, c'est important. Malheureusement, le .tg n'est pas encore signé. Aujourd'hui, sur le continent, on est à une vingtaine de CCTLD qui sont sécurisés. Le .tg ne l'est pas encore. Et c'est un prérequis important que le top level domaine, donc le domaine de premier niveau, c'est important qu'il soit signé parce que s'il ne l'est pas malheureusement, quelle que soit la bonne volonté des registrants qui sont en dessous, donc les domaines de deuxième niveau qui sont enregistrés sous le .tg et qui sont soucieux donc de la sécurité de leur domaine, ils ne pourront pas en fait déployer ce protocole de sécurité. Donc, c'est important que le registre comprenne que dans un contexte mondial qui est marqué par des questions de cybersécurité, aujourd'hui, la démarche, en tout cas au niveau du registre, devrait vraiment être de s'engager et de signer le .tg. Et l'autre aspect aussi, quand on parle de DNSSEC, qui est tout aussi important, même s'il est indépendant de la signature du fichier de zone .tg, mais il est aussi tout aussi important. C'est le deuxième volet donc de DNSSEC. On l'appelle la validation, d'accord?
Et cette validation-là, en fait, elle est censée avoir lieu au niveau des serveurs DNS qui fournissent les réponses aux requêtes. Et généralement, ils sont basés en fait chez les fournisseurs d'accès. Aujourd'hui, on avait entendu Togocom beaucoup intervenir, mais d'autres opérateurs existants, on a entendu parler de GVA, Canalbox. Tous ces opérateurs-là devraient sécuriser aussi les requêtes des internautes. Et pour sécuriser, en fait, au niveau du DNS, c'est d'activer ce qu'on appelle la validation DNSSEC. Aujourd'hui, quand on regarde dans le classement, en fait, de la validation DNSSEC au niveau des pays africains, le Togo arrive à environ 31e. Donc, avec, je pense, autour de 22-23% du niveau de validation DNSSEC sur l'ensemble donc des trafics DNS. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, puisque j'ai constaté ce matin qu'il y avait quand même des discussions sans langue de bois. Je pense que le directeur du point d'échange avait, par exemple, fait remarquer que un opérateur ne faisait pas très bien le routage pour bénéficier des services locaux. Je pense que c'est pareil ici. Il y a donc un opérateur aussi qui pourrait faire mieux en matière donc de validation DNSSEC. Nous avons tenté d'établir les contacts pour améliorer, pour les accompagner, d'accord, pour les accompagner dans le cadre donc du déploiement de cette validation. Bon, pour le moment, ça traîne un peu, mais nous espérons vraiment que cela se fera. L'ICANN est là pour promouvoir les bonnes pratiques, les standards. Nous sommes, en fait, la mission même de l'ICANN, c'est entre autres de contribuer en fait à la sécurité, à la stabilité et à la résilience de l'ensemble de l'Internet. D'accord? Et donc, c'est dans le cadre de cette mission-là que nous essayons de contacter les opérateurs en regardant donc les statistiques et les amenons à comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de dire, les raisons pour lesquelles ces standards ont été développés. Mais une fois qu'ils ont été développés, il serait vraiment bien de pouvoir les mettre en œuvre et de s'assurer qu'ils servent vraiment d'une certaine manière ou d'une autre à protéger les internautes. L'autre chose, au niveau donc du registre, quand on parle de souveraineté, il y a donc une image, une posture qu'on veut bien avoir lorsqu'on parle de souveraineté. On veut bien s'assurer que nous sommes crédibles, d'accord, la crédibilité du pays. Et au niveau du registre aussi, c'est pareil. La crédibilité du point TG est très importante. Et pour ça, aujourd'hui, avec les différentes activités malicieuses qui ont lieu donc au niveau des noms de domaine, il est important de suivre les tendances d'enregistrement malicieux, d'accord, au niveau du point TG. Aujourd'hui, il n'y a pas cette cartographie-là. Enfin, je ne pense pas. Peut-être que Café pourra nous en dire un peu plus, mais il n'y a certainement pas cette cartographie-là qui permet de suivre les enregistrements malicieux au niveau du point TG. Et donc, des gens pourraient, bien sûr, hein, ce n'est pas avéré, pourraient aller enregistrer donc un nom de domaine en point TG et ensuite aller commencer par distribuer des malwares ou contrôler des réseaux de zombies, d'accord, ou faire des activités de phishing ou même de distribution de spam, d'accord. Donc, c'est vraiment important en tant que registre soucieux de l'image que l'on veut donc préserver pour le fichier de zone, de pouvoir suivre cette évolution-là
donc en termes d'enregistrement malicieux au sein du registre. Et c'est très important. Au niveau de l'ICANN, nous avons un programme, un projet qui s'appelle DAAR. DAAR, c'est Domain Abuse Activity Reporting. Donc, c'est une infrastructure, c'est un système qui reçoit en fait le fichier de zone des domaines de premier niveau, qui les analyse, qui les compare avec un certain nombre de données et qui permettent donc de sortir des graphes de suivi de l'évolution des enregistrements malicieux pour chaque catégorie d'abus du DNS. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'ICANN, vous savez, je n'étais pas rentré dans les détails, mais nous avons donc un contrat avec les noms de domaine génériques de premier niveau. Et donc, ça, c'est une exigence contractuelle pour tous les noms de domaine génériques de premier niveau, que ce soit le .com, le .africa, le .org, etc. Eh bien, ils envoient leur fichier de zone à ce système DAAR-là au quotidien. Et puis, à la fin du mois, donc, le système leur sort ce graphe-là donc d'évolution des tendances. Et on fait une compilation globale également que nous publions sur le site web de l'ICANN tous les mois. Vous pouvez aller sur le site web de l'ICANN et taper DAAR Reports, donc les rapports de DAAR, et vous allez donc voir chaque mois depuis 2018 maintenant, il y a ce rapport-là. Et entre-temps, quelque part en chemin, donc la communauté de l'ICANN a dit, mais pourquoi est-ce que c'est seulement avec les noms de domaines de premier niveau générique que vous faites ce travail? Il est aussi important qu'au niveau donc des codes pays, qu'on puisse aussi suivre un peu cette évolution des tendances-là. Et l'ICANN s'est adapté, l'ICANN a écouté la communauté et s'est ouverte. Donc, aujourd'hui, on a 17 CCTLD qui participent au programme DAR et qui donc reçoivent chaque mois les données, les statistiques donc liées aux activités malicieuses au sein de leur registre. Et c'est important, ça permet d'avoir une certaine photographie de ce qui se passe vraiment en arrière-plan. Qu'est-ce que les gens font des domaines qui viennent enregistrer chez nous? C'est vraiment important pour la crédibilité même en fait et l'image que l'on veut préserver pour le registre. Mais aussi, quand on parle de souveraineté, il y a les aspects liés aux services et aux coûts. D'accord? Aujourd'hui, les internautes, il y a beaucoup. C'est vrai, hein, Internet se complexifie. On a besoin de beaucoup de ressources et parfois, il n'y a pas que le nom de domaine seulement que l'on veut. Mais l'internaute ou le registrant, il s'y perd parfois un peu. Et le registre devrait peut-être aussi s'atteler à explorer ces aspects-là aussi. Comment est-ce que le registre accompagne, donc, diversifie au niveau donc, des services qui sont offerts en proposant des services à valeur ajoutée pour éviter, par exemple, que les gens aillent utiliser donc tous ces services parfois gratuits qui nous sont proposés de l'étranger et dont on ne sait pas forcément ce qui est fait de nos données personnelles qui transitent ou qui vont là-bas. Et quand on a parlé donc de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a eu ce coup de gueule là aussi de Norbert qui a abordé la question. Donc, c'est vraiment important que le registre se positionne également sur ces aspects-là et comprenne que la souveraineté des données elle a aussi, ou il a aussi son rôle à jouer là-dessus. Mais de façon plus globale, c'est aussi une question de collaboration, en fait. Donc, le registre ne doit pas juste penser qu'il est là pour juste servir ou juste vendre les noms de domaine. Non, c'est vraiment un travail qui va largement au-delà de ça. Aujourd'hui, c'est toute une communauté, c'est tout un écosystème qui est dynamique, qui se dynamise davantage avec l'arrivée de nouveaux acteurs en amenant des organismes de lutte contre la cybercriminalité,
Ils font beaucoup d'enquêtes, ils ne comprennent pas forcément tout cet écosystème-là. Généralement, c'est les services de police. Ils ne sont pas forcément habitués au langage technique. Donc là aussi, il y a une forte collaboration à développer et une transparence à également maintenir. C'est aussi important. C'est important et cela permet de faciliter éventuellement les enquêtes qui auront lieu, que ce soit des enquêtes qui ont pour source des citoyens du pays ou qui impactent, qui touchent donc les victimes sont des citoyens du pays. J'ai vécu récemment un opérateur qui m'a appelé et qui me disait, mais écoute Yazid, votre affaire là, moi, ça commence par me créer des problèmes parce que figure-toi que dans le cadre d'une enquête qui a été initiée au Burkina Faso, parce que la victime était au Burkina Faso, les services donc de lutte contre la cybercriminalité là-bas, dans leurs investigations, ont découvert que c'est une adresse IP de moi, l'opérateur X, d'accord, donc qui a été utilisée. Et ils ont contacté donc l'équivalent du service de lutte contre la cybercriminalité dans ce pays-là. Et lui, à son tour, est allé, en fait, ce service est allé convoquer le directeur informatique de l'entreprise parce que c'est son nom qu'on a vu dans le quiz là-bas. Et bon, comme eux, ils cherchent juste à mettre le chapeau, à faire porter le chapeau à quelqu'un, on l'a pris, on dit, bon, c'est vous le propriétaire de l'adresse IP, venez répondre de tel acte qui a été commis. Et donc, il me disait en fait qu'il fallait que j'aille expliquer qu'il n'est pas le propriétaire de l'adresse IP, même si c'est son nom qui figure dans le quiz au niveau donc, du registre Internet régional, mais que c'est une organisation en fait qui est propriétaire et que lui n'en est que le responsable technique. Donc, voilà le genre de problématiques dans lesquelles on se retrouve de plus en plus. Et il est important, en tout cas, qu'on collabore et qu'on développe vraiment cette collaboration-là. La souveraineté du pays en dépend fortement. Ce serait un peu peut-être dommage de constater qu'il n'y a pas cette collaboration dans le cadre d'une enquête internationale, par exemple. Ça pourrait porter un tout petit peu, en tout cas, atteinte à l'image que l'on fait du pays. Et justement aussi, l'autre chose, c'est peut-être les litiges qui peuvent subvenir. Vous savez, on est sur un marché, c'est des noms de domaine qui sont enregistrés par des structures, des organisations ou des personnes individuelles. Il peut arriver que des litiges surviennent. Comment est-ce qu'on les règle? Comment est-ce qu'on assure une certaine transparence dans le processus? Est-ce que le processus en lui-même est connu? Est-ce qu'il est déjà connu en amont ou c'est un règlement qui n'est pas équitable? D'accord? Donc, c'est vraiment important en tant que registre de se démarquer aussi de ces aspects-là et d'établir des procédures vraiment très claires, transparentes, qui sont publiquement connues. D'accord? Donc, par exemple, publiées sur le site web du registre, et que l'on s'assure que c'est de l'information complètement accessible, d'accord, et s'assurer que les registrés eux-mêmes mettent en place des mécanismes vraiment transparents et disponibles pour l'enregistrement des plaintes des registrants. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mettre tous ces éléments-là en symbiose pour pouvoir assurer la souveraineté dont nous sommes en train de parler. Et peut-être dernier aspect que je vais aborder aujourd'hui, je l'avais dit dans l'exemple tout à l'heure, hein, le registre doit aussi se positionner comme acteur de renforcement des capacités, d'accord? Pour briser un peu les mythes. On pense aujourd'hui que les noms de domaine, ce n'est que les techniciens. On pense que le DNS, ce n'est que l'affaire des ingénieurs ou des administrateurs système. Et c'est seulement lorsque le système ne marche pas que le DG commence par crier à gauche et à droite et on se rend compte combien, en fait, le DNS est capital.
pour l'image et pour la présence en ligne donc de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait également au niveau local ces actions de renforcement de capacité en fonction de la cible, en fonction de l'audience, bien sûr, de pouvoir adapter le message. Et vous pouvez toujours compter sur le département de l'engagement technique de l'ICANN pour ce qui concerne l'accompagnement pour les renforcements de capacité, que ce soit à des audiences complètement techniques ou que ce soit à des audiences qui sont à des profils beaucoup plus, je vais dire, managers, exécutifs. Nous savons comment adapter le langage pour que le message puisse passer, parce que le DNS n'est pas seulement une affaire de techniciens, de praticiens. C'est une affaire qui nous concerne tous, d'accord? L'autre chose aussi, on parle beaucoup d'acceptation universelle aujourd'hui. Il y a quand même au niveau mondial une soixantaine aujourd'hui de CCTLD qui ont également opté pour l'internationalisation du nom de domaine de premier niveau de leur pays, peut-être quelques 5 ou 6 au niveau africain. En fait, l'acceptation universelle, c'est ce nouveau vaste programme qui vient essayer de régler quelques soucis au niveau non seulement donc, des noms de domaine qui sont un peu plus longs maintenant depuis 2012, d'accord? Il faut s'assurer que tous les systèmes, d'accord, de l'Internet, que ce soit des systèmes locaux ou les systèmes étrangers, comprennent ces noms de domaine-là. Malheureusement, il y a certains systèmes, certaines applications qui filtrent, qui dans les codes de développement, les développeurs ont posé des filtres qui excluent aujourd'hui en fait certains noms de domaine de premier niveau. Et la conséquence, c'est que malheureusement, certaines personnes se voient exclues de l'utilisation de certains services sur l'Internet. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on veut pouvoir permettre à des personnes qui parlent des langues qui n'utilisent pas le caractère ASCII uniquement, donc les fameuses lettres A à Z, le 0 à 9 et le trait d'union qui sont exclusivement autorisés dans le DNS. On veut pouvoir permettre au DNS de recevoir des noms de domaine qui peuvent être écrits dans des caractères qui ne sont pas ASCII. Parce qu'il y a des gens qui parlent des langues qui s'écrivent aussi, mais qui ont besoin de caractères autres que l'ASCII. Comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes-là aient leur nom de domaine directement, par exemple, en minant? D'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français ou qui parlent français mais qui ne savent pas écrire. Mais soyez surpris, vous serez surpris de voir qu'ils écrivent minant et qu'ils veulent bien avoir leur nom de domaine en minant. D'accord? C'est ça la problématique que vient régler l'acceptation universelle. Certains CCTLD, comme je l'avais dit, ont opté donc pour le choix de produire la version IDN aussi de leur CCTLD pour pouvoir toucher donc plus de citoyens, pour pouvoir assurer la même égalité, la même chance, d'accord, à tous leurs citoyens de pouvoir donc et bénéficier du numérique. Et j'ai cru comprendre récemment, et c'était d'ailleurs le porte-parole du gouvernement qui a intervenu tout à l'heure, qui a fait l'annonce, je pense bien si mes sources sont correctes, qu'il y aura bientôt une agence du digital, je pense, au Togo, qui va donc s'occuper des questions de transformation de processus digitaux et tout ce qui concerne la dématérialisation des services, etc. Donc, c'est l'occasion pour que le CCTLD se positionne également et soit prêt parce que ce n'est pas tous les citoyens qui comprennent français. Et ce serait un peu dommage de voir certains citoyens qui se sentiraient lésés parce que malheureusement, ils ne pourraient pas bénéficier de noms de domaine qui ne s'écrivent pas dans leur langue. Donc, c'est vraiment important, au nom de la souveraineté numérique et citoyenne et tout, de pouvoir, donc, au niveau du registre, se préoccuper de ces questions-là et s'engager de façon globale
donc à pouvoir amorcer les discussions nécessaires pour y arriver. Et pour ça, rien de mieux qu'un engagement dans l'écosystème de façon globale sur les questions liées donc au nom de domaine, de façon directe ou indirecte. C'est vraiment très important. Donc, je pense que c'est un peu ce que je voulais présenter, les points que je voulais aborder. Quand il s'agit de souveraineté et le rôle du CCTLD dans la quête ou dans la préservation de cette souveraineté-là, et quel est le positionnement si on se compare peut-être un peu à ce qui se fait ailleurs. Je vais retourner la parole aux organisateurs. Je suppose qu'il y a certainement des questions et je pense qu'il y a encore un peu de temps pour qu'on puisse recevoir quelques questions. Merci beaucoup. Et puis, la parole donc aux organisateurs. Merci. Merci beaucoup. Je pense que votre présentation a été très claire, en tout cas pour moi particulièrement. Donc, nous allons passer à la session de questions-réponses. Il y a déjà une question qui nous vient de Yves Mbono Samba, qui voudrait savoir, est-ce que vous pouvez nous partager le classement du DNSSEC, s'il vous plaît? Nous allons aussi autoriser, avant que vous nous répondiez à la question, nous allons autoriser à ceux qui veulent poser des questions de les poser dans la session questions-réponses ou bien dans le chat directement ou carrément lever la main pour que la parole vous soit donnée. Merci. Allez-y, monsieur Yazid, pour votre réponse à la question de votre participant. OK, merci. Je pourrais donc partager le lien sans doute sur le chat tout à l'heure, un instant. Donc, en fait, c'est des données qui proviennent de l'équivalent d'Afrinic, mais pour la région Asie-Pacifique, qui s'appelle donc APNIC, et qui a en fait un observatoire qui permet de suivre l'évolution d'un certain nombre je vais dire, de questions ou de paramètres, d'accord, liés au fonctionnement de l'Internet. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'il surveille un peu comment est-ce que l'adoption de DNSSEC se fait au niveau mondial par les différents opérateurs, notamment au niveau de la validation dont j'avais parlé dans mon intervention. Et donc, si vous suivez un peu ce lien que j'ai mis, vous pouvez donc voir le classement au niveau africain et vous verrez quand même que les pays où la validation des NSX se fait très bien, ils sont autour de 90-95%. Donc, on a notamment la République centrafricaine, la Sierra Leone, Djibouti, Somalie, le Burkina Faso, etc., etc. Donc, voilà un peu, c'est un classement et vous pouvez voir en fait le taux de validation DNSSEC en fait dans chacun de ces pays-là. Et en fait, vous pouvez même cliquer sur le Togo en fait pour voir au niveau local quels sont ces opérateurs-là qui valident bien et quels sont ces opérateurs qui ne valident pas. Et c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, que dans le cadre donc, de l'engagement technique, vraiment, nous en appelons à un peu plus de collaboration de la part des opérateurs pour qu'ils comprennent que les questions que nous sommes en train d'aborder sont essentiellement pour assurer la sécurité sur l'ensemble de l'Internet. D'accord? Et il est important que nous collaborions tous parce que ICANN, on aura beau parler plusieurs fois, en fait, nous ne sommes pas à l'opérationnel. Nous ne faisons que vulgariser en fait les bonnes pratiques, nous vulgarisons les standards et il revient à ces praticiens qui travaillent directement sur les infrastructures au niveau des réseaux de pouvoir prendre à bras le corps ces problématiques, de collaborer avec nous, de demander plus d'informations si cela est nécessaire, jusqu'à ce que l'on puisse réussir ensemble ce pari-là. Mais en tout cas, ailleurs, c'est des choses qui se font et qui se font très bien. Et donc, normalement, en tout cas au niveau technique, il n'y a pas en principe de raison qu'on ne puisse pas faire également comme cela se fait ailleurs.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais je viens de voir une question de Fabrice. Fabrice Bagolib qui veut savoir quelles sont les conditions et les prérequis pour participer au projet DAAR. Ah, merci beaucoup. Très bonne question aussi. Déjà, le programme DAAR, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, c'est un programme qui est entièrement libre et gratuit. Donc, il n'y a pas de frais à payer pour cela. Et en fait, comme je l'ai expliqué, tous les noms de domaine génériques de premier niveau le font aujourd'hui. C'est une exigence, en fait, de l'ICANN. Mais avec les CCTLD, malheureusement, bon, enfin, je dis malheureusement parce que c'est souvent avec les CCTLD que ça traîne un peu. Pourquoi? Parce que c'est une ressource nationale, d'accord? Donc, c'est la souveraineté du pays c'est le pays qui gère directement sa ressource et donc libre au pays de rejoindre ou pas. Mais nous, ce que nous faisons, c'est de dire, attention, il est important que vous le fassiez, que vous rejoigniez les autres qui le font déjà. Donc, normalement, déjà que les gros le font parce qu'ils ont compris pourquoi et combien cela est important, il n'y a a priori pas de raison, en tout cas, je vais dire, suffisamment importante pour qu'on ne rejoigne pas cet élan de sécurité. Donc, il suffit juste d'envoyer un email à globalsupport@ican.org, mais c'est le CCTLD qui doit le faire. Donc, le contact technique ou le contact administratif, d'accord, qui envoie ce mail à globalsupport@ican.org. Et à partir de là, en fait, des vérifications vont être faites et des confirmations vont être demandées. Ces 5 principales étapes qui peuvent se faire très rapidement. Et à partir de là, vous partagez votre fichier de zone avec l'ICANN. On fait les croisements et puis un rapport personnalisé. C'est important que je le mentionne. Un rapport personnalisé est envoyé donc au registre à la fin de chaque mois. Il y a aussi une interface à laquelle vous pouvez vous connecter au quotidien pour suivre l'évolution donc des enregistrements malicieux pour votre domaine. Le rapport dont j'ai fait cas dans ma présentation tout à l'heure, c'est un rapport qui est exempt de toute étiquette, je vais dire, de toute source. Donc, en fait, on ne présente pas dans le rapport les enregistrements malicieux par top level domaine. Non. On fait une combinaison globale, d'accord, un cumul global, et puis on le présente dans le rapport. Mais chaque registre a accès à ces données personnalisées lui-même. Donc, j'espère que j'ai fourni la réponse également à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuelles. Merci beaucoup, monsieur Yazid, pour cette brillante présentation et surtout les réponses que vous avez apportées. J'espère que Fabrice qui a posé la question avec le régulateur, donc je pense que le problème va se régler très rapidement pour que voilà, on migre aussi vers la zone verte, la zone verte comme notre voisin le Bénin. Merci beaucoup. Je pense que nous avons épuisé les 1 heure et heureusement, il n'y a plus de questions dans le chat. Je viens de voir, vous avez laissé votre email pour tous les participants pour que voilà, la conversation puisse continuer. Ça a été vraiment un plaisir d'avoir ces recommandations aussi importantes pour notre CCTLD et nous pensons pouvoir continuer la discussion avec l'ICANN dans les mois et années à venir, surtout dans ce forum. Merci beaucoup et merci et bonne continuation. Très bientôt. Bye bye.